Bonjour à tous, c'est l'heure d'Escobé dans les bacs. Les podcasts d'Escobé donnent la parole à des professionnels de la beauté cool et inspirants. Ils abordent des sujets tels que l'entrepreneuriat, les reconversions, les mutations dans le secteur et sa digitalisation, en nous apportant leur point de vue et leurs conseils. Leurs témoignages nous parlent, nous font rire, nous inspirent et nous rassurent. Salut Fabrice. Salut. Alors présente-nous rapidement qui tu es. Fabrice Célie, j'ai 36 ans, je suis papa de 3 enfants et un salon de coiffure, Ketchup Concept Beauty, dans le 2e arrondissement de Paris et une start-up Escobé. Ok, comment t'es venu l'envie de faire de la coiffure ? C'est quoi l'idée de départ ? C'est quoi ton parcours ? Il n'y a pas trop d'idées, je pense, au départ, justement, c'est pour ça. C'est pour ça, j'ai arrêté l'école à 15 ans, moi, tu vois, 15 ans et demi. D'accord. J'ai travaillé à l'usine pendant D'accord. 2 ans et demi, 3 ans, jusqu'à mes 18 ans. Et là, j'ai rencontré un gars, une soirée, il me dit, je suis coiffeur, il était en CAP coiffure. Il connaissait pas mal de monde, pas mal de filles, tu vois. Je me suis dit, ah tiens, le mec, qu'est-ce qu'il a de plus que moi? À part qu'il soit beau, musclé. Et en fait, il avait le talent de la coiffure, justement. Et là, en fait, il m'a tellement parlé de son métier avec passion que ça m'a donné envie, en fait. Et moi, je cherchais, peut-être ma voie à ce moment-là. Et ça m'a donné envie d'essayer. Donc, la semaine qui a suivi, je suis allé voir un Jean-Louis David dans mon quartier, en banlieue lyonnaise. Et je leur ai proposé de venir en observation pendant une semaine. Et là, ils m'ont dit, pas de souci. Et voilà, ça m'a plu. J'ai adoré l'expérience, le salon, la vie dans un salon, avec les clientes, les clients, je sais pas. Le contact. Le contact, l'ambiance. Quand tu passes déjà de l'usine où tu es tout seul avec ta machine en face de toi pendant 7-8 heures, enfermé jour et nuit, tu vois. Là, tu vois l'extérieur, tu vois du monde, voilà, c'est différent à chaque fois, donc c'est génial, j'ai adoré. Ok, très bien. Et ton parcours, justement, t'as quoi ? T'as un CAP, un BEP ? C'est quoi C'est les un étapes ? CAP et BP. Et BP, BP, c'est un brevet professionnel. d'accord. C'est à la suite du CAP, c'est ce qui te permet de pouvoir ouvrir un salon, tout simplement, te mettre à ton compte. Donc oui, j'ai fait 2 ans de CAP à Lyon, en alternance. Et après, je suis monté à Paris faire mon BP en alternance aussi, dans le 2e arrondissement aussi à Paris. Ok, c'est auprès d'une franchise, auprès d'un indépendant ? Non, auprès d'un indépendant, ouais. J'ai choisi l'indépendant. Je Pourquoi ? me sentais... Parce que je sais pas si c'est des idées reçues, parce que j'ai pas fait beaucoup de franchises. J'ai travaillé, peut-être j'ai déjà fait 2 enseignes, mais c'était des franchisés. Donc je sais pas si ça marchait vraiment de la même manière que les maisons mères, on va dire. Mais j'ai préféré aller chez un indépendant qui maîtrise peut-être aussi plus ses coûts, qui maîtrise plus son management. Je me sentais peut-être un peu plus libre, je sais pas. Ok. Et qu'as-tu fait juste après tes études ? J'ai fait mes 2 ans de BP et après j'ai tenté l'aventure. J'avais le rêve de partir en fait, Partir ? Ouais, de partir à l'étranger, partir loin. Donc c'était les États-Unis à une époque et là j'ai décidé de partir en Australie, donc à Sydney notamment, Juste après tes études ? juste après mes études. Quel âge ? T'avais quel âge ? J'avais 22 ans. Ah oui, ok. 22 D'accord. ans, je suis parti avec un ami coiffeur aussi, qui était Sac à dos. sac à dos, ciseaux, petite chemise, parce que toi tu pars en mode parisien, tu vois. Donc tu pars chemise et pas sac à dos justement, avec valise. Une fois que tu arrives là-bas, tu vois tout le monde et finalement, non, tu troques la valise pour un sac à dos. Et tes chemises pour des t-shirts, quoi. Ok, donc il y a 23 ans, 22 ans, 23 ans en Australie. Australie. Ton niveau d'anglais, il était bon avant Non, ton départ ? zéro. Franchement, c'était zéro. On a galéré au début. C'était... Comment tu faisais au quotidien ? Tu parles avec les mains et voilà, tu parles comme tu peux. Mais bon, quand tu es immergé dedans, tu apprends très vite, de toute façon. Donc, c'est venu assez rapidement. Je suis pas revenu bilingue, malheureusement, mais j'ai trop traîné avec des Français aussi, je pense. Tu étais où ? Dans quelle ville ? À Sydney ? Sydney, ouais. J'étais à Sydney, à Bondi Beach, qui est un peu le quartier branché, hype, au bord de la plage, bien sûr, de Sydney. Et j'ai eu la chance de pouvoir trouver un salon assez rapidement avec mon ami aussi, avec mon pote.
On a trouvé un salon, on bossait ensemble. Donc le mec, il a recruté deux Français, deux Parigots Le d'un coup, French là. Touch. Ah, c'est ça. Donc il était comme un dingue. Tu vois, il nous siffle. En fait, on coiffait des filles dans une auberge de jeunesse. Et on n'avait plus de sous. Il nous restait, une semaine après l'arrivée, on n'avait plus un rond en poche. On avait peut-être 100 euros qui nous restaient. Donc on était là en mode c'est la loose si on rentre maintenant, tu sais, sans boulot, sans rien. Et du coup, on s'est mis à coiffer quelques filles dans l'auberge de jeunesse pour 10, 15 $, tu vois. 10 $ à l'époque, c'était équivalent à 5 euros, hein. Donc, tu vois, je veux dire le niveau quand même. Donc, pour 5 euros, je coiffais. Et en fait, on coiffait sur des balcons, des petits balconnets. Et il y a un moment, un soir, il y a un mec qui nous siffle de l'extérieur. Il fait hey, tu cherches du taf? Et là, on fait bah, ouais, on est deux. Il fait, ok, je reviens dans 1 heure. Et le mec, il est revenu 1 heure après. Il nous a ramenés dans son salon. Il nous a ramené 2 nanas, 2 brushings en test. Il a dit ok, je vous embauche. Et voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure. Ok, elle est belle, l'aventure. Du coup, elle a duré combien de temps? On a fait 6 mois à Sydney. Et en fait, on s'est regardé un moment. On rencontrait tellement de monde. C'est vraiment une ville où les gens ils font que de passer, quoi. Les jeunes surtout. Avec le working holiday, là, tu as énormément de jeunes qui voyagent et finalement tu fais des rencontres, mais c'est très fake, hein. C'est pas des rencontres, des vraies rencontres, c'est pas des vraies amitiés que tu lis, hein. C'est des gens de passage, des gens de soirée. Et en fait, à un moment, je rencontrais du monde qui voyageait. Je me suis dit, bah, tiens, franchement, soit on fait notre vie à Sydney et du coup, là, on construit vraiment quelque chose, soit on projette de rentrer rapidement en France ou partir ailleurs, même dans d'autres pays. Bah, autant voyager et partir de Sydney, quoi. Donc, on a pris en une semaine, voilà, on a démissionné et on est parti voyager. On a fait un petit tour de l'Australie et voilà pendant 6 mois. Ok, donc 6 mois à travailler, 6 mois à voyager. Voyager et travailler on travaillait en même temps, on faisait tout ce qui est cueillette de fruits, tout ça. Bref, on a pas mal fait de galères aussi là, à ce moment-là. Ça n'a pas été un super moment. Il y a des moments très très durs. C'est des super souvenirs, mais sur le moment, c'était très très compliqué. Très compliqué quand t'as plus un sou en poche, t'es à l'autre bout du monde et t'es dans le bush complet de l'Australie avec quelques bouseux et quelques alcoolos. Voilà. Et qu'est-ce que cette expérience t'a apporté? Cette expérience, bah, j'ai énormément grandi, hein, déjà. J'ai pris beaucoup de maturité. Tu pars à l'autre bout du monde sans tes repères. Tu n'as aucun repère, aucun parent. Donc, tu es livré un peu à toi-même. Donc, bien sûr, tu apprends énormément. Tu apprends à prendre confiance aussi peut-être en toi. Voilà, les rencontres, tu apprends l'anglais, ce qui est quand même très important. Mais ouais, c'est une super expérience. Je le recommande à tout le monde. Et actuellement, en plus, bah, après Covid, on va dire. C'est-à-dire, actuellement, c'est simple de voyager, mais non, il y a le Covid. Mais après le Covid, ce sera. Voilà, maintenant, tout est fait pour voyager et ce serait dommage de ne pas en profiter. Ok. Donc 23 ans, 24 ans, tu reviens en France. Ouais, 23 ans, ouais, je reviens en France. Tu reviens en France. Et Il se passe quoi? pour but de repartir. J'étais rentré pour 2, 3 mois, faire un peu d'argent et repartir. Et tenter l'aventure aux États-Unis cette fois-là. Mais finalement, voilà, le destin n'en a pas voulu ainsi. Je suis revenu, j'ai travaillé dans le salon bah, avant de partir, dans lequel je travaillais avant de partir en Australie. Donc là où j'ai effectué mon BP. J'ai bossé là-bas 3 mois pour l'été. Et le patron voulait vendre, donc il m'a proposé à moi et il y a un de ses employés de racheter l'affaire. D'accord. Et c'est là que voilà, ça nous a un peu tombé dessus et je me suis posé la question, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars à New York ou LA? C'est à cette époque-là, je voulais partir à LA ou à New York. Soit je pars à LA et recommencer l'aventure, qui peut être très très bonne et en même temps, bah, qui peut être la même chose, c'est-à-dire que je pars 1 an et je reviens une main devant, une main derrière et je recommence à zéro, ou je commence à construire en gros mon avenir en, en, en prenant cette opportunité, quoi. C'est couillu quand même. 23 ans, risqué. Bah ouais, j'ai pas un rond en poche. Ouais, je me pose beaucoup de questions, hein. Bah, pendant une semaine, ça a duré une semaine à la réflexion. Ça a été assez rapide, mais Ok.
Et c'était Mais quoi? On parlait de combien de... on parlait de 10 000 € d'investissement, c'est pas énorme. Mais bon, à 23 ans et sans taf et sans argent de côté, ça reste beaucoup d'argent. Ça reste de l'argent, peu importe hein, combien Hmm. c'est. Il faut les trouver. Donc j'en ai parlé à ma famille, mon frère, ma soeur et mes parents, qui m'ont tout de suite encouragé. Bon, eux, ils sont très terre à terre, hein, donc ils m'ont dit, ah, voilà, on te propose ça, on sait que c'est fait pour toi, voilà, c'est une opportunité, vas-y. Moi, avec leurs mots, parce qu'ils parlent pas super bien français, donc ils disent pas ça comme ça. Vas-y, fais. Puis c'est plutôt ça que c'est une super opportunité pour toi ou quoi que ce soit. Donc ouais, ils m'ont poussé, ils m'ont encouragé et ils ont cru en moi. C'est ça, voilà. Ils ont vraiment cru en moi. Ils m'ont dit, vas-y, on te trouvera l'argent et tu nous rembourseras plus tard, y a pas de souci. Donc, tu Donc avais le voilà. stress Après, de... voilà, le stress, toute la gestion. À 23 ans, est-ce que tu as envie de te mettre des problèmes déjà dans ta vie, quoi? Surtout, c'est ça. Hein, Hmm. dès que tu commences à travailler déjà, c'est des problèmes, tout ce qui est paperasse. Là, tu commences à créer de l'emploi, voilà, tu rentres dans un autre univers, dans le monde entrepreneurial. C'est un autre monde, mais voilà, ça m'a tout de suite plu. Et comme tu dis, ouais, c'est couillu, mais je pense que ça a été voilà, un gros challenge pour moi et voilà, ça m'a plu. Ok, mais concrètement, tes doutes, tes craintes, ces galères-là, à ce moment-là, c'était... Bah, c'est plus la comment ça se partie matérialise? administrative, tu vois. J'étais pas très doué et j'ai pas spécialement envie de faire ça aussi. Pour moi, c'est un peu de perte de temps quand tu vois, ça reste du travail, mais là où tu n'es pas productif, donc tu ne fais pas d'argent. Donc c'est pas évident à comprendre ça, tu vois. Donc tu perds beaucoup de temps, et en même temps, ce temps, tu dis, bah, je pourrais faire des coupes ou des couleurs, où je pourrais prendre de l'argent. Et en fait, du coup, tu te surcharges, tu fais ce travail, tu le mets un peu de côté, tu le fais le soir à minuit, jusqu'à 2 h 3 h du matin. Bref, tu t'épuises énormément. Donc ça a mis un peu de temps aussi à se mettre en place, hein, cette rigueur. Mais oui, ça a été mes craintes, c'est ça, c'est toute la partie administrative, la partie banque aussi. Est-ce que je vais pouvoir obtenir un prêt? Est-ce qu'ils Mais vont comment tu t'es fait m'accompagner? accompagner là-dessus? Bah, on était deux du coup dessus. Et en fait, tu crées la société. La société, c'est la société qui fait un prêt bancaire, donc, et pas toi. Toi, tu es un cautionnaire. Bon, cautionnaire, bah, j'ai rien, de toute façon, j'ai rien. Donc, Mhm. je cautionne ma personne, ma propre personne. Lui, il était un peu plus âgé que moi, mon associé. Donc, c'est vrai que j'ai eu un peu de chance sur ça. Il avait un peu plus de bagou. Et surtout, il avait des parents assez aisés. Donc, voilà. Donc, Et il faut bien choisir faut bien choisir ses ses partenaires. partenaires. Maintenant, c'est pas pour autant, tu vois, sur cette partie-là, j'ai bien choisi, mais l'aventure a duré que 2 ans parce que malheureusement, on n'était plus sur la même longueur d'onde et on travaillait. Pour moi, c'était pas équitable, on va dire, le travail. Donc, autant le faire seul. Si tu fais tout à deux, autant le faire seul, quoi. D'accord. Et quels seraient tes conseils pour les personnes qui veulent justement se lancer à Donc, leur compte? bah, les conseils, hein, de toute façon, c'est toujours pareil. Trouver le bon local, c'est pas évident déjà. Moi, j'ai eu de la chance parce que j'ai repris une affaire qui roulait déjà, dans lequel j'avais déjà travaillé, donc j'avais déjà mes repères, mais j'ai retrouvé ma clientèle, donc voilà, ça a été assez rapide de ce point-là. Mais je pense que c'est dur de trouver un local si tu veux partir de zéro, créer un beau lieu, un lieu de vie, voilà, c'est pas évident. Donc bien choisir son lieu. Choisir la clientèle que tu vises aussi. Donc ça, c'est très important. Donc ça, la tarification va avec aussi. Donc selon le standing dans lequel tu veux évoluer. Le choix des produits vont avec aussi. Choisir un très bon expert comptable parce que c'est lui qui va t'accompagner sur le choix de la structuration de ta boîte. Donc ça, c'est super important. Quitte à en voir plusieurs au début, mais il faut qu'il y ait un bon feeling, il faut qu'il soit disponible. Il faut qu'il soit disponible parce que tu as énormément de questions au début. Donc, le but, c'est qu'il t'accompagne vraiment dès le début, rien que sur le choix du statut juridique, tu vois, par exemple. Donc, ça conduit aussi toute la boîte derrière, tu vois. Donc, si tu fais le mauvais choix dès le début, bah, tu payeras plus d'impôts ou tu peux peut-être pas te salarier parce que tu as fait un montage un peu différent.
Donc voilà, tout ça Donc aussi c'est fait l'expert partie. comptable qui t'accompagne là-dessus Qui sur les ouais, expert premiers, comptable, les premières questions. C'est lui qui se charge d'y répondre. t'as un peu la chambre des métiers aussi, et l'artisanat qui peuvent répondre à tes questions, mais je les trouve un peu vagues, moi, sur cette partie-là, D'accord. et pas assez dans l'opérationnel, donc du terrain, quoi. Donc, ouais, le bon choix d'un expert comptable, c'est quand même plus approprié. Et la banque aussi, il faut. Voilà, moi, ça a été mon pire ennemi pendant ces. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent, Je vais ça a revenir. été compliqué. Je veux revenir rapidement sur l'expert comptable pour qu'on ait une idée. C'est combien par mois à peu près? Moi, j'ai fait le choix de la proximité, donc dans l'hypercentre parisien, donc c'est ce qui rajoute des coûts, des frais, je pense, supplémentaires. Mais ouais, moi, j'en ai pour 550 € par mois, plus 1000 euros, entre 1000 et 1002 de bilan à la fin de l'année. Donc voilà, un calcul, hein, ça fait un budget de 6 000 à 7 000 balles par mois, par an, quoi. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Alors que maintenant, tu as d'autres alternatives aussi, avec des experts comptables full digital. Ce Que qui tu est. puisses recommander Ouais, justement. ouais, c'est très bien. Ouais, ouais, il y a toujours un accompagnement parce qu'il y a toujours des personnes de l'humain derrière. Par contre, au quotidien, il faut être un peu plus rigoureux sur ta comptabilité. Voilà, faut le faire directement. Il ne faut pas laisser traîner parce que comme tout est digital, sinon tu perds tes factures, tout ça. Donc dès que tu as une facture, tu prends en photo, tu le transmets. J'ai fait l'expérience avec une autre boîte, avec un expert comptable digital. Ça marche aussi. Ça coûte beaucoup moins cher. Mais l'accompagnement n'est pas aussi poussé, bien sûr. Mais ça, voilà, si tu veux rajouter des options, on va dire, d'accompagnement, il faut payer un petit peu en plus par-ci, par-là. Ok, donc le prix de base, on parle d'une centaine d'euros et ensuite ça grimpe. Ouais, ça reste une centaine d'euros, entre D'accord. 100 et 200 € max, hein. Ok. Selon après le personnel, mais bon, le personnel va aussi enfin, en fonction de ton chiffre d'affaires. Donc si tu fais 1 million de chiffre d'affaires dans un salon de coiffure, c'est que tu as quand même beaucoup de personnel. Donc, Oui, mais bon, la question se pose plus. Si tu fais 1 million de chiffre d'affaires en coiffure, c'est que tu es déjà pas mal. j'avoue. Non, c'est clair. C'est clair. Moi, la question que j'aimerais te poser, c'est quel accompagnement aurais-tu voulu justement à cette époque? Qu'est-ce qui t'a manqué? Bah, ce qui m'a manqué, je pense, c'est comme beaucoup de jeunes qui se lancent, c'est de l'expérience ou peut-être un environnement sur lequel tu puisses te reposer, c'est-à-dire des amis, des choses comme ça. Et quand tu commences jeune, moi, à 23 ans, j'ai pas d'amis, j'avais aucun ami qui était entrepreneur. Donc, Pour te recommander auprès d'une clientèle? Pourquoi? Pour non, te soutenir au non, pour me quotidien? soutenir, bah, pas au quotidien, mais surtout dans le démarrage, parce que tu fais beaucoup d'erreurs. J'ai dit dans l'ordre des choses, en fait. Il y a un ordre quand même à respecter si tu veux faire bien les choses, c'est-à-dire la banque, l'expert comptable, la chambre des métiers. Voilà, il y a pas mal de choses à faire qui coûtent assez cher aussi. Et si tu te trompes, eh ben, c'est 2 000 à 3 000 par-ci, 2 000 à 3 000 par-là. Et à la fin du compte, c'est une partie de ta trésorerie qui part en fumée, quoi. Donc, Hmm. un peu bêtement, parce que tu as fait les choses dans le mauvais ordre, on va dire. Donc, ça, c'est plus des conseils. Donc, soit c'est vraiment l'expert comptable qui doit te guider sur cette partie-là. Et c'est pour ça que j'ai dit le choix, et c'est crucial sur le démarrage d'une boîte. Moi, je l'ai fait un peu sur le tas. Je m'entends très bien avec mon expert comptable, mais il m'a pas guidé, il m'a pas peut-être assez bien conseillé dès le début. Donc j'ai dû faire des erreurs et je l'ai payé assez cher. Le banquier, c'est pareil, j'ai pas posé les questions. Est-ce que j'ai pas osé parce que j'étais jeune? Tu sais, quand tu Quel type de arrives question? Qu'est-ce que... bah, sur la négociation des taux, moi, franchement, à 23 ans, déjà, va ouvrir une boîte dans ce secteur-là, c'est pas évident. J'ai fait 10 banques. Il y en a une qui m'a accepté. J'ai eu un taux à 5,5, ce qui est pour moi du jamais vu. C'est-à-dire, même un crédit conso, c'est même pas ce taux-là. Je connais personne qui a eu ce taux, dans n'importe quel domaine. Donc voilà, je l'ai pris en leur faisant un peu la gueule et en leur disant, dès que ma boîte est positive, je me casse. Donc en gros, je Ils ont joue le jeu réagi au comment? début. Bah, ils m'ont dit, ouais, ils m'ont rien dit. Ils m'ont dit, en gros, vas-y, cours toujours. Dire, on t'accompagne, en gros, fais pas le malin, quoi. Hmm. Mais ouais, j'étais un peu revanchard. Et dès qu'au bout de 2 ans, j'étais positif, je suis parti. Je me suis fait racheter mon prêt par une autre banque et j'ai eu un taux normal, on va dire, à 1,5 ou 2, quoi. Ce qui est le taux classique, on va dire, pour une boîte, quoi. Hmm.
surtout dans notre Mais secteur. tu avais un taux élevé parce que derrière, tu n'avais pas trop de contrepartie, tu n'avais pas de, t'avais Ouais, pas d'argent, tu n'avais pas déposé. ouais, mais j'avais Une- beaucoup plus de. les J'avais garanties, elles des n'étaient pas les mêmes. Si, bah si, parce que quand je suis. En fait, c'est pour la première boîte en association, j'ai mis 10 000 euros, mais la boîte, on l'a pas acheté cher. On a fait un bon coup là, à ce moment-là. Mon ancien patron était pressé de vendre. Je pense qu'il avait un petit problème aussi avec le fisc ou quoi que ce soit. Donc, il fallait Hmm. qu'il vende assez rapidement, qu'il récupère du cash assez rapidement. Donc on a fait un bon coup. Le loyer était assez faible pour le quartier. Donc, franchement, il avait tout pour réussir ce salon. On n'a pas trop galéré parce que je te disais, les parents de mon associé, ils avaient le bras long. Donc, on a pu avoir un prêt assez rapidement. Par contre, quand j'ai voulu me mettre à mon compte 2 ans après seul, j'avais plus d'apport, parce que j'avais pu mettre un peu d'argent de côté. Je suis arrivé, j'avais mis 50 000 euros. D'accord. J'ai Ah demandé oui. 120 000 euros, Ouais. ce qui n'est pas rien, quoi, on va dire. Ce qui n'est pas rien et en même temps qui n'est pas grand-chose, tu vois. Et j'avais une clientèle. Je déménageais à 600 mètres de mon ancien salon. Donc, j'étais dans le même quartier, tu vois, le même écosystème, la même Hmm. clientèle. Mais voilà, je sais pas pourquoi, ça a pas matché. Les banques n'ont pas cru en moi. Voilà. Donc il faut être aussi, voilà, faut être peut-être un peu plus, Qu'est-ce avec qu'on fait alors à ce plus moment-là? d'assurance. Bah écoute, je suis allé, j'ai fait 10 banques, je te dis, hein, donc j'ai pas lâché l'affaire jusqu'au moment où on m'a dit oui. Et même si on me dit oui avec en gros, j'ai baissé mon pantalon, tu vois, hein, pour pas être vulgaire. Voilà, j'ai assumé, j'ai dit ok, ok. Bah, c'est-à-dire que si j'ai réussi, même avec toutes ces embûches-là, bah, c'est doublement mérité, tu vois. Moi, je me suis dit ça. Je l'ai vu Hmm. de cette manière-là. Du coup, je me suis mis un challenge en plus et ça a été pour moi plus gratifiant derrière. Et tu as pensé à l'époque te mettre en tant que freelance, parce que là tu me parles de local, de coûts de structure, de gestion de personnel, etc. Est-ce que tu t'es pas dit, tiens, je m'achète ma liberté, je suis tout seul avec mon ciseau et puis je vais travailler à droite Si, à gauche? si, et je vais pas te cacher que à l'époque, on m'a fait une proposition en plus de location de fauteuil, ce qui se faisait pas du tout à cette époque-là. Mais j'ai un ami, un très bon ami qui a un salon pas très loin, donc il m'a dit, viens, je te loue l'espace là, et tu viens, tu me donnes un petit loyer tous les mois et y a pas de souci, tu vois. Donc tu fais tes clients et tout ce que tu fais, c'est pour toi. Donc pour le coup, là, j'aurais très bien gagné ma vie, tu vois. Euh, Franchement, ça aurait été très bien, mais pour moi, c'est un peu du court terme. Ma vision des choses de l'entrepreneuriat, c'est créer de l'emploi, c'est travailler moins en gros pour gagner plus. Tu vois, quand tu Ouais. comptes que sur toi, t'as des limites, c'est tes Mm. propres limites. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, tu peux travailler plus de 24 heures par jour, hein. C'est pas humain de travailler 24 heures, mais moi, je faisais des 15 heures, 16 heures par jour. Souvent, ça m'arrivait. Donc, je gagnais très bien ma vie. Je faisais beaucoup de chiffres, mais c'est pas tenable sur du long terme. Et moi, quand je me suis mis à mon compte, voilà, c'était pour faire embaucher, moi lever un peu le pied, partir sur d'autres projets. C'est-à-dire, moi, j'étais à la base, je voulais faire de la coiffure pour faire du studio, pour faire du shooting photo, pour faire tout ce côté artistique. Quand tu bascules de l'autre côté, tu pars dans du réel, du concret, tu penses plus artistique. Tu penses chiffre d'affaires, tu penses rentabilité parce que derrière, bah, tu as la banque qui t'appelle, tu as l'URSSAF qui t'appelle, tu as la TVA. Donc voilà, c'est plus plus les mêmes enjeux. Et tu perds un peu, j'avoue, de ta passion. Le côté passionnel s'en va petit à petit, malheureusement, parce que tu n'as plus le nez que dans tes ciseaux ou dans tes pots de couleur. Tu as aussi les nez sur les comptes, C'est sur confronté à une logique et économique une économie qui est administrative, qui qui est pèse. chronophage, quoi, donc, Mm. au quotidien. Donc, ouais. Ok. Et est-ce que tu penses que ton métier il a changé ces 10 dernières années? Bah, justement, comme tu le disais tout à l'heure, le côté freelance a énormément évolué. Il y en a de plus en plus déjà. Je pense que la digitalisation du secteur fait que tu es beaucoup plus visible via les réseaux sociaux, tout ça. Donc, tu peux avoir une clientèle plus facilement. Parce que freelance, c'est ça la complexité, c'est que tu n'as pas de lieu. Donc, tu fais du domicile souvent. Et en plus de ça, tu n'as pas de visibilité. Les gens ne te connaissent pas. Donc, tu travailles avec ton réseau proche qui a quand même ses limites.
Donc, est-ce que c'est assez pour travailler toute la journée, toute la semaine et d'avoir un salaire confortable? Quand tu vois les statistiques et les chiffres de l'UNEC, non, je ne pense pas que ce soit assez pour vivre confortablement. Donc c'est pour ça que les gens ils font le choix d'être salarié. Maintenant, avec les réseaux sociaux, bah, tu peux être visible justement, te créer un portfolio et capter une nouvelle clientèle aussi. Donc oui, je pense que le métier a énormément évolué et pour moi, c'est le futur du métier de la beauté, c'est le freelance. Ouais. Ok, donc c'est quoi ta vision pour les années à venir Bah, sur le c'est, métier, sur le secteur en, en règle générale? Bah, tu sais, depuis janvier 2018, et tous les salons de beauté et de coiffure sont obligés d'avoir un logiciel de caisse. Ok. Et depuis, tout le monde est arrivé sur le secteur. Il y a énormément de boîtes, de startups qui arrivaient avec des applications, avec des logiciels de caisse qui t'envoient du monde aussi, qui te référencent sur le site internet. Donc voilà, c'est très bien fait, c'est super. Ça a ouvert des portes incroyables dans notre secteur qui était un peu vieillissant, il faut le dire. Donc c'est super. Donc là, je pense qu'on va continuer dans cette voie-là, dans le numérique. Hein. Je pense que ça reste un métier humain, manuel, mais avec toute la visibilité, on va dire, du digital. Et je pense que c'est ça l'avenir du métier. C'est de pouvoir, pourquoi pas, faire son globetrotter et tu vois, voyager à sac à dos avec ses ciseaux et peut-être être contacté sur les réseaux sociaux parce que tu as une communauté qui te suit et tu peux prendre des rendez-vous par-ci, par-là. Voilà, c'est ça peut-être le futur, tu vois. Travailler où tu veux, quoi. Et quel type de produit tu utilises? On n'en a pas discuté, mais justement, est-ce que tu as des produits en particulier à recommander ou Bah, en recommander, non, c'est propre à chacun. Maintenant, moi, j'ai fait le choix de travailler avec des produits qui correspondent surtout déjà à moi et à mon éthique et à mon équipe, tu vois. L'éthique que je veux avoir auprès de ma clientèle. Et il faut aussi que ce soit en cohésion aussi avec la clientèle que tu as aussi en termes de, de porte-monnaie, on va dire aussi, tu vois. Donc, si tu es dans le low cost, prends des produits plutôt, tu vois, qui, en termes de rentabilité, qui ne va pas te coûter trop cher. Les gens qui payent du low cost, ils ne s'attendent pas à avoir, tu vois, du produit de luxe sur leur tête, tu vois. Donc, ce sera totalement compréhensif. Par contre, voilà, moi, je suis dans le moyen haut de gamme. J'ai fait le choix d'avoir des produits. J'ai une large gamme de produits vegan, tu vois, des produits bio. Là, je viens de commander une nouvelle marque même de shampoing et de soins solides, parce que c'est la grande tendance et j'ai une clientèle qui est friande de toutes ces choses-là. Donc voilà, il faut tenter aussi, il faut tester. Donc je les teste déjà sur moi, sur ma femme, mes enfants, tout ça. Donc on teste déjà avant de les commander, bien sûr. Hein. Et après, bah, voilà, tu fais appel à des représentants et tu essaies de gratter un petit peu donc quelques l'avenir, échantillons c'est effectivement plus suivre les naturels. tendances, voir effectivement arbitrer entre les différents produits, éventuellement se Bah, dire que l'avenir, déjà, c'est plus. Moi, j'ai fait longtemps le choix de travailler avec une seule marque pour raison, on va dire, économique aussi, parce que plus tu travailles, plus tu commandes, plus tu as des remises. Mhm. Mais tu vois, là, 13 ans après, je suis en train de changer et maintenant, je travaille avec 8-10 marques différentes, tu vois. Et ça plaît, parce que tu en as pour tout le monde. Tu as des gammes de prix un peu différentes aussi, et tu as des styles voilà, appropriés un peu à tout genre de clientèle, donc les plus jeunes, les moins jeunes, les enfants, je sais pas par rapport à... Tu t'adaptes aussi à ta clientèle, donc nous, on a un salon très familial, donc ça va du bébé de 2 à 5 ans à la grand-mère ma plus vieille cliente, elle a 104 ans. Ah oui, Ouais, ça fait 16 ans que je la coiffe, tu vois. Donc c'est cool. Bon, elle se rappelle encore de moi, elle perd pas la tête, hein, mais bon, elle entend plus grand-chose quand je lui parle, je suis obligé de lui hurler dans les oreilles. Et elle voit plus grand-chose, je lui montre même plus le miroir. Elle fait c'est bon, je sens. Elle tire ses cheveux comme ça, elle me dit je sens. Mais tu vois, elle supporte plus, je peux plus lui mettre des trucs chimiques sur la tête, tu vois. ouais. Et puis je lui faisais encore des couleurs jusqu'à il y a 2 ans encore, tu vois. Il y a 2-3 ans, je lui faisais encore des couleurs, tous les mois.
Mais le fait d'avoir autant de produits, ça pose pas des problèmes de stockage ou de surstockage ou... Bah voilà, il faut être il faut le faire intelligemment. Comment tu fais Et je intelligemment les pense que choses? les marques ont compris, justement. Ça aussi, c'est, je pense, une grande tendance, une grande nouveauté en termes de merchandising. C'est que les marques ont compris que ça sert à rien de te balancer, de te matraquer de produits, que leurs clients te commandent à tout va, si derrière ça ne se revend pas et qu'ils perdent des clients finalement sur du long terme. Donc là, je sais qu'il y a beaucoup de boîtes qui vont arriver sur le marché là avec toute une autre façon de penser sur le plus de stockage en gros. Il n'y aura plus de stockage. Tu commanderas, tu pourras même envoyer C'est une chez la cliente livraison, directement c'est une livraison comme Amazon, quoi. comme Amazon, sauf que c'est pas fait via la marque, c'est fait via ta propre marque de salon en fait. Donc c'est comme si moi j'avais ma marketplace que Chop, alors que rien du tout, tu vois. Mais je crée sur mon site comme un site de vente en ligne et que les produits je les ai même pas chez moi, mais c'est par exemple L'Oréal ou Schwarzkopf qui va les envoyer directement chez la cliente, mais de ma part. Donc il y a tout D'accord. un système comme ça ouais. Ils sont en train de repenser tout ça, donc c'est très bien. Moi, je trouve ça génial d'utiliser tous les outils, tous les outils de la nouvelle ère, quoi. Mhm. Dans notre secteur, et ça encourage, et c'est comme ça qu'on va aider le secteur surtout à grandir. C'est pas en surchargeant le stock, en ayant des charges supplémentaires. Voilà, c'est pas comme ça. Il faut s'entraider, et je pense que c'est une très bonne idée. D'accord. Et juste une dernière question peut-être par rapport à tous ces jeunes qui veulent épouser entre guillemets ce métier passion. Qu'est-ce que tu leur dirais? Enfin, je sais que les chiffres montrent effectivement qu'il y a de plus en plus de personnes qui se désintéressent, non pas de la beauté en général, mais du fait qu'il y a une pénibilité dans le métier, et que du coup, peut-être aussi lié au fait que on est sur des salaires plus bas que d'autres secteurs de l'artisanat, hein. Je pense au bâtiment, je pense à tout ce qui est pâtisserie, Boulanger, boulangerie. boucher, ouais. Donc, qu'est-ce que Bah, c'est tu vrai que pourrais... les statistiques montrent que on a perdu, je crois, 38% de coiffeurs en 10 ans. Donc, ce qui est énorme. Mais oui, comme tu le dis, c'est des métiers qui n'attirent plus parce qu'ils sont jamais mis en avant, sont pas valorisés. C'est des métiers ouais, on est mal payé. C'est 1 600 € brut, je pense, la moyenne, ce qui est assez faible. Bah, tout dépend où tu vis après, mais bon, quand tu vis dans une ville moyenne ou une grande ville, c'est pas suffisant pour joindre les deux bouts. C'est une pénibilité, comme tu disais, donc c'est le deuxième secteur aussi. Il y a plus de maladies liées au métier, donc que ce soit problème de varices, arthrose, problème de dos, tu piétines toute la journée, tu es debout, tu vois, tu te tiens mal, problème d'allergie aux produits. Donc voilà, c'est pas évident, mais c'est un métier qui est tellement prenant, passionnant. Tu rencontres tellement de monde, tu as le temps de parler avec les gens. Donc tu as des métiers où oui, tu vas à la rencontre, on va dire, des clients, que ce soit commercial ou même quand tu es en boulangerie, en boucherie, mais ça dure 2 minutes. Là, tu as le temps de ta coupe, le temps de ta couleur, la pose de ta couleur, ton balayage. Tu as le temps de discuter, donc tu fais vraiment partie intégrante de la vie de ton client. Et ça, c'est ça qui est génial. Je te dis, moi, j'ai des clientes que je coiffe depuis 15, 16 ans. Donc, tu vois, tout à l'heure, on a vu un client, ces gamins, ils ont 20 ans maintenant, ça fait 10 ans que je les coiffe. C'est génial. Un jour, je coifferai peut-être leurs enfants, leurs femmes, leurs enfants. Donc, tu vois, c'est-à-dire, derrière, tu fais partie intégrante de leur vie. En même temps, tu n'es pas un ami, mais vous vous connaissez. Et c'est cool. C'est cool parce que tu peux parler facilement, tes problèmes, eux aussi. Mais en même temps, tu gardes toujours cette barrière-là où tu peux pas, où tu le juges pas en fait. Donc en fait, tu t'en fous, tu peux lui dire ce que tu veux sur ta vie. Il va pas te juger parce qu'il te connaît, mais il te connaît pas assez pour rentrer en conseil ou en jugement. Et ça, c'est la beauté du métier, c'est génial. Comme tout le monde dit, hein, t'es psy, tu redonnes le sourire à la cliente quand elle repart. Ça, c'est super. Quel métier maintenant où quelqu'un rentre en J'avoue. faisant un peu la gueule, un Non, peu c'est en clair. tristounet, qui ressort 1 heure après,
toute pimpante, toute contente, c'est super. Il y a pas 36 000 métiers comme ça. Un métier où tu peux partir dans le monde, à l'autre bout de la planète, et juste avec une paire de ciseaux et un peigne, et tu ne mourras jamais de faim. Toujours pareil. Tu vois? Ça aussi, quel métier tu peux faire ça? Tu vois, tu me dis boulanger, ouais, mais boulanger, il faut de la farine, il faut de machin. Tu vois, il faut un four, voilà. Là, si tu me donnes un ciseau et de l'eau, je me mets sur le trottoir en face, là, et tu vois, Mm. et je vais coiffer pour gagner même 1 euro pour manger, pour m'acheter une baguette, justement, tu vois. Mm. Donc voilà, c'est le seul métier pour moi où tu peux, voilà, tu peux faire ça comme tu le souhaites. Et pour moi, le futur, c'est ça, peut-être ça, travailler où tu veux dans le monde entier. Tu pars voilà, où tu veux, quand tu veux, et avec tes propres tarifs, voilà, c'est ça le futur. Super. Bah, écoute, merci beaucoup, Fabrice, pour ce Merci à toi, témoignage. Et j'espère que nos auditeurs ont bien pris note de tes conseils. Ben, j'espère bien. À très vite, merci. Au revoir.